Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Brièvement, longuement, Brièvement. brièvement. J'ai toute une série de questions pour toi. Donc, Ok. Donc, je m'appelle Lou, j'ai 36 ans, je suis française, je vis en Belgique depuis 12 ans et je suis maman de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, qui ont 10 ans, 8 ans, 6 ans et 2 ans et demi. Vous écoutez Réunion de parents, un podcast de Parentia spécialement conçu pour les parents et futurs parents en quête d'information, de soutien et d'authenticité. La parentalité est un voyage à la fois universel et unique où chaque famille écrit sa propre histoire. Je m'appelle Fanny et je suis curieuse de savoir comment ça se passe vraiment dans d'autres familles. C'est pourquoi je m'invite chez eux, partout en Belgique, pour une réunion de parents. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Cette phrase colle parfaitement à mon invité du jour. Aujourd'hui, j'ai réunion de parents avec Lou Garagnani, une maman au parcours aussi inspirant qu'impressionnant. À la tête d'une famille nombreuse, elle jongle avec 1000 casquettes. Comme beaucoup de mamans, me direz-vous. Mais elle repousse vraiment les limites. En plus d'avoir fondé le Monde d'Aiden, une plaine de jeux inspirée par son deuxième fils, avec l'envie de créer un lieu vraiment inclusif, elle gère tout ça avec une énergie incroyable. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir son bulletin de Super Maman. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. J'ai traversé tout le petit village pour venir. C'est déjà rien que le village est joli. C'est pittoresque. Ouais, c'est vrai. C'est joli. Léo est là. Ah, Elle nous accueille aussi. ma deuxième star du jour est là. Voilà, exactement. Ah, j'adore chez toi. Merci beaucoup. Ta cuisine ouverte là, c'est mon rêve. Grande gazinière, 6 places pour la grande famille. Et Léo au fourneau. Qu'est-ce que tu fais, Léo? Bonjour Léo. Tu fais le café? Maman, il est là le café. Il est là le café, super. Regarde, on t'accueille comme il faut. Je vais aller poser mon matos là-bas. Est-ce que tu t'étais projetée à avoir une famille nombreuse? Pas du tout. À la base, je pensais même avoir des enfants plus tard. Donc finalement, j'ai eu mon premier le lendemain de mes 26 ans. Mais je pensais avoir des enfants bien plus tard, puisque à la base, mon projet était plutôt de voyager, vivre encore ma vie, m'épanouir autrement. Et parce que j'ai été aussi sœur, donc on est aussi une fratrie de 4. Et le dernier est né, j'avais 16 ans. Et donc j'ai aussi vécu un peu cette nouvelle naissance presque en tant que petite maman, parce que mes parents avaient un restaurant à l'époque. Et donc j'ai été beaucoup avec lui. Et je crois que ça m'a pas dégoûtée, mais ça m'a fait prendre conscience quand même de la charge et de ce que ça pouvait représenter. Et du coup, j'ai dit oui, mais plus tard. Et qu'est-ce qui fait qu'au final, du coup, tu étais maman assez jeune? Eh bien, voilà, la vie, le destin, finalement, m'a amenée sur une autre route. J'ai voyagé, j'ai quand même fait pas mal de choses. Et puis, finalement, j'ai atterri un peu en Belgique par hasard, voilà, de fil en aiguille comme ça. Et la Belgique m'a beaucoup plu. Je suis restée et j'ai rencontré quelqu'un. Et finalement, voilà, lui avait envie de se projeter, de faire des enfants. Et lui, il avait plus ce truc de je voudrais devenir père avant 30 ans. Et donc, finalement, il est devenu papa pour ses 30 ans. Moi, là-bas, c'était pas forcément directement une projection de vie. Et puis, comme ça, c'est mis. Voilà, c'était très chouette. Je veux dire, c'était aussi une volonté partagée. Mais. Est-ce que lui avait envie d'être à la tête d'une tribu, d'une famille nombreuse? Je pense qu'on était ouvert à se dire au moins 2-3 enfants. Je savais que je ne m'arrêterais pas à 1 ou 2. Est-ce que tu dirais qu'il y a une journée type chez les Garagnani? Alors, non, clairement pas. Je suis de ces personnes complètement... Alors souvent, j'ai tendance à dire un bordel organisé. Mais en fait, ma vie, c'est un peu ça. C'est que je suis pas vraiment organisée. Les choses se mettent parce que, oui, il faut qu'elles soient construites de cette manière-là. Mais du coup, il n'y a pas de journée type. Après, on en parlait. Moi, j'aime faire des choses avec mes enfants. Beaucoup. Donc, c'est beaucoup par le jeu, beaucoup par l'expérience. Donc, on fait beaucoup de choses ensemble. On fait beaucoup à manger ensemble. On visite beaucoup de choses. On se balade beaucoup tous ensemble. Enfin, voilà. Moi, c'est vraiment dans le partage et dans le vivre. Donc, après, ça peut partir dans tous les sens. Mais genre, t'en as 4. Ouais. Comment tu gères le rush matinal? Le matin, c'est peut-être le plus dur justement pour moi parce que je suis plus du soir que du matin. Donc, je suis pas du tout une lève-tôt de tout ce qu'on voit
de se lever à 5h, à 6h pour tout préparer, boire son café tranquillement avant que les enfants se lèvent. Ça n'existera jamais chez moi. Donc je suis plutôt, en fait, on se lève, j'ai plutôt préparé la veille pour être tranquille le matin. Et maintenant, c'est vrai que comme justement, mon idée, c'est de faire partager les enfants pour tout, ils sont aussi beaucoup plus dans le développement de l'autonomie. Donc, on est tous ensemble, je les aide, je les accompagne s'il y a besoin de mettre les chaussures, de faire une tartine et tout ça. Mais l'idée, c'est que même ma petite de 2 ans, elle sait faire sa tartine, elle sait mettre ses chaussettes, elle sait mettre ses chaussures, elle sait s'habiller. Ouais, c'est fou. Et je suis là pour l'aider et tout ça. Après, en fait, c'est juste que derrière, il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup de temps pour le laisser faire. Parce que en fait, c'est nous, parents, qui mettons le rush derrière. Vite, 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 il faut s'habiller. Vite, 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 il faut partir. Vite, 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 il faut monter dans la voiture. Vite, 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 il faut aller à l'école. Mais en fait, quand on leur laisse juste un petit laps de temps pour essayer de le faire seul, en fait, ils apprennent du coup beaucoup plus vite. Et en fait, c'est après où finalement, on gagne, entre guillemets, le temps. Parce que, oui, aujourd'hui, elle a 2 ans, elle sait mettre son t-shirt toute seule, elle sait mettre un pull toute seule, mettre son pantalon, ses chaussures, ses chaussettes. Donc, je dirais perdre un peu de temps, entre guillemets, pour en gagner après. Ouais. Mais du coup, le matin reste un rush. Hein. Clairement, on part très souvent avec les tartines dans la voiture, le café dans un gobelet emporté. Oui, il faut casser un peu l'image de... Moi, ça n'arrivera jamais, je pense, que je me lève à 5-6 heures du matin pour tout faire bien, découper des petits fruits et légumes à mettre dans les boîtes à tartines. Ça n'existera jamais dans mon quotidien. Et du coup, donc les fins de journée, c'est un peu pareil. Donc, tu bosses pas mal. Comment tu arrives à ce que la journée se passe tranquillement ? Mais en fait, généralement, je vis au rythme des enfants. Donc, quand j'ai pas fini le travail que j'avais à faire, je le fais quand la maison est calme. Donc, une fois que les enfants sont couchés ou qu'ils dorment ou qu'on est dans un moment calme, c'est là où je profite de ce moment pour moi finir les tâches que j'avais à faire. Et donc, du coup, en fait, je me cale plutôt sur leur rythme. Et donc, fin de journée, si c'est fin d'école ou autre, ce que je fais, c'est que je m'organise pour quand même ne pas finir trop tard. Ça m'arrive quand même d'aller les chercher à la fin de la garderie, comme tout parent. Mais j'essaie du coup d'aller les chercher dans une heure assez raisonnable, surtout que pour l'instant, on avait pas mal de routes pour venir jusqu'à la maison. Et donc après, on re-rentre on arrive, goûter s'ils n'ont pas encore fait le goûter, jeu, devoir pour les uns, bain pour les autres. Et comme moi, j'aime beaucoup faire avec mes enfants, généralement, on fait à manger. Et quand je me mets en cuisine, déjà, c'est une cuisine ouverte. Et puis, quand je me mets en cuisine, ils font avec moi aussi. Et ils viennent, ils choisissent aussi ce qu'ils ont envie de manger. Et du coup, ça permet d'avoir aussi, même au niveau du goût et des envies, aussi une ouverture. Parce qu'ils sont tous prêts à goûter ce qu'ils ont fait. Ou comme ils ont aussi pu choisir, même si on mange des pizzas, mais on peut manger des pizzas, mais on les aura fait nous. Ou si on a choisi, dans le frigo, il y a différents légumes, on va choisir les légumes qu'ils aiment. Et du coup, ça permet qu'il n'y en ait pas il y a un plat qui arrive tout près sur la table et c'est non, mais tu dois quand même manger ou tu dois quand même goûter. Mais en fait, finalement, comme ça a été beaucoup plus participatif, quand ça arrive à table, ils se mettent tous très volontiers autour de la table pour manger. Après, je dis pas, le rush du soir, ça reste quand même... faut s'accrocher, surtout quand on en a 4 dans des âges qui sont quand même encore jeunes. Oui, on parlait d'autonomie, mais enfin, il y a plein de choses quand même encore à apprendre et il y a des verres renversés et il y a de la sauce par terre et il y a des trucs dans tous les sens et le carnage, c'est vraiment la tornade, quoi. Une fois que les enfants montent pour aller se laver les dents et se coucher, faut être réaliste. Ce qui reste ici en bas, c'est le carnage. Et c'est là où on est très fort parce que c'est une team et qu'on est très fort à 2. C'est que du coup, moi, je vais monter avec les enfants, on va commencer le brossage de dents, ou je vais faire l'histoire avec les enfants. Mon homme, lui, il est en bas et il est en train de ranger, de nettoyer, de préparer, de mettre dans le lave-vaisselle ou de préparer les boîtes à tartines ou n'importe. Et donc, du coup, c'est là où, quand on a beaucoup d'enfants... Il faut être une bonne équipe. Il faut être une bonne équipe, ouais. Quand il y a beaucoup d'enfants, il faut être une bonne équipe. Et ça, Lou et Mathéo, son partenaire, l'ont bien compris. Parce que gérer ce fameux tunnel du soir, on le sait bien, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Leur méthode, 2 rôles différents, mais une seule mission. Éviter que la maison ne se transforme en champ de bataille. Chacun prend sa place et s'investit sans jamais perdre de vue l'important. Avancer ensemble. Parce qu'élever des enfants, ça ne repose pas sur une seule paire d'épaules. C'est avancer ensemble, trouver son équilibre, se relayer pour que personne ne s'épuise sous le poids des responsabilités. Et quand enfin le calme s'installe, que les derniers petits yeux se ferment, ils savent qu'ils ont gagné une nouvelle bataille, du moins jusqu'au lendemain.
Mais au-delà de la logistique du quotidien, je me demande quelles étaient les valeurs que Lou souhaitait transmettre à ses enfants en devenant maman. Quand j'ai un peu eu au départ, quand j'ai eu mes enfants, finalement aujourd'hui j'ai l'impression que j'étais un bébé quand j'ai eu des bébés, mais j'étais pas si jeune non plus, mais j'ai l'impression d'avoir été un bébé qui a eu des bébés. Et à ce moment-là, c'est une deuxième naissance quelque part. Oui, et puis finalement 26 ans, c'est pas très âgé. De nos jours, c'est vrai quand je vois autour de moi, mes amis aujourd'hui font plutôt des enfants autour de 30, 35 ans. Et donc, c'est vrai que finalement, je les ai eus jeunes. Et il y a quand même un décalage. Quand je vois aujourd'hui et il y a 10 ans, je n'avais pas forcément la même vision des choses et les mêmes préoccupations. Et j'ai quand même l'impression que mon premier, il y a plein de choses où aussi on est encore beaucoup dans une forme d'insouciance. Et donc, il y a plein de choses, même dans la parentalité, où on n'a pas tout... Enfin, on fait pas tout en pleine conscience. Et moi, je l'ai vécu pour le premier, en tout cas, où en fait, après coup, on se rend un peu compte, ah tiens, mais en fait, on a fait ça, et puis ça tellement facilement, et puis ça instinctivement, et puis il y a eu plein de choses, oui, sans se poser des questions, ou sans les revivre pleinement. Et c'est plus après, c'est effectivement au deuxième ou au troisième, et où on se dit, ah oui, mais en fait, ça, c'est des moments aussi où je sais que c'est des choses très précieuses, que je veux vraiment essayer de complètement garder en souvenir, ou que ça me marque, parce que je sais que c'est très important, et où parfois, pour le premier, en fait, ça passe tellement en un éclair qu'on n'en a pas totalement conscience. Et donc, dans ma parentalité, j'étais un peu comme ça aussi. J'avais pas toute cette réflexion ou toute cette conscience, je pense. Mais bon, j'ai eu aussi une parentalité un peu différente, puisque à l'arrivée du deuxième, Aiden, donc il est né avec une maladie génétique hyper rare, là forcément ça a aussi chamboulé ma vision des choses et ma façon de faire. Et je pense qu'à partir de là, j'ai eu aussi du coup une ouverture et une réflexion complètement différente, parce que je me suis beaucoup, c'est bizarre, mais à la fois remise en question et en même temps toujours dit ça peut être pire, alors que j'étais dans un scénario quand même déjà catastrophe. Mais en fait, quand on vit ça, on compare même... la nature humaine est très bizarre, mais on compare quand même au pire. Et donc, on était dans une situation où Aiden a été en soins néonat, donc quand même des choses assez lourdes, en surveillance constante. Il a eu des problèmes cardiaques, il n'avait pas le droit d'aller en collectivité. Il a eu des dizaines d'opérations, donc des choses hyper lourdes. Et à côté, j'étais encore capable de me dire, non mais ça peut être pire, quoi. J'en ai vu à côté, ou j'en ai vu à l'hôpital, ou dans les chambres, ça peut être pire. Parfois, c'est une question de survie aussi. Oui, c'est le cerveau, il se met en mode survie, et il se dit, mais en fait, c'est ou ça, ou de toute façon, tu te relèves pas le lendemain. Et donc, t'es obligé. Et en fait, du coup, t'es vraiment dans une situation où je me suis vachement replacée à chaque fois dans cette remise en question, de me dire, allez, c'est pas grave, mais ça peut être plus grave. Et du coup, j'ai eu à ce moment-là aussi beaucoup plus de lâcher prise. J'ai jamais été de toute façon dans un truc hyper carré, structuré, où j'avais une vision hyper précise de ce que je voulais. J'avais cette insouciance, entre guillemets, de la jeunesse quand même. Mais par la suite, j'ai vécu beaucoup plus ma parentalité comme ça, vraiment dans le sens, mais en fait, si je veux que les choses se passent bien, il faut que je puisse, moi, avoir un détachement plus important. Et je le vois au quotidien aujourd'hui avec 4 enfants, ce serait pas possible autrement. Parce qu'en fait, comment t'as fait pour justement avoir ce lâcher prise ? Parce que c'est bien de le dire, mais c'est pas si facile à mettre en pratique. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment... déjà, par rapport à Aiden, j'ai eu un accompagnement psychologique, parce que après ça, j'ai fait un burn-out, un choc post-traumatique, assez important. Et donc après, j'ai été accompagnée. Et je pense que ça m'a aussi aidée à remettre plein de choses à plat, et puis un peu à revoir aussi comment est-ce que je vais faire pour avaler un peu cette énorme charge de culpabilité, de tout ce que j'ai vécu avec Aiden. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, ça m'a aussi aidé à me dire, mais en fait, tu dois vivre profondément tout ce que tu vis, mais je veux dire, si tu le vis trop dans le sens, effectivement, en ayant... une vision ou une échelle, tu vois, un peu trop élevée de ce à quoi t'attends, ou de l'image que tu pourrais avoir justement de la parentalité, de la maternité et tout ça. En fait, si je le mets trop haut, je descends encore plus bas. Et tu vois, la chute est encore plus sévère et lourde, et j'ai l'impression à chaque fois d'échouer, ou ce que j'essaye de faire, ça va pas, ou ce que je demande à mes enfants, ils le font pas. C'est vrai qu'un petit, 2 ans, on le connaît, l'âge un peu terrible quand même. Oui, à la fois beaucoup d'autonomie, beaucoup d'envie, mais en même temps, c'est assez puissant en charge émotionnelle et tout. Mais par exemple, si tu n'as pas ce lâcher-prise-là, ou ce recul-là, en fait, tu butes contre un mur tout le temps et tous les jours. Et en fait, c'est à toi que ça fait encore plus de mal. Et après, à ton enfant aussi, puisque du coup, c'est que crise sur crise sur crise. Et donc, en fait,
au fur et à mesure, je me suis surtout rendu compte que si j'arrivais à avoir cette distance avec ces idées préconçues ou tu vois ces exigences, je le vivais moi beaucoup mieux et mes enfants le vivaient beaucoup mieux. Et je reviens au lâcher prise du coup. Est-ce que tu aurais, je sais que chaque famille est différente, mais est-ce que tu aurais des conseils pour les mamans, pour les parents qui ont du mal à lâcher prise et à profiter des moments de qualité avec leurs enfants? En fait, je pense que malheureusement aujourd'hui, ce qui nous plombe un peu, je pense, dans cette vision qu'on a de la maternité ou de la parentalité, c'est tout ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien à faire, ça fait beaucoup de comparaisons, ça met la barre très haute et surtout sur des choses qui sont au quotidien pas vraies. Mais moi-même, je le vis quand je vois des vidéos de mamans où leur maison est toujours impeccable, leurs enfants sont bien habillés ou bien coiffés en partant à l'école. Moi, ils partent des fois, ils sont en training où il y a un trou, où ils n'ont pas les mêmes chaussettes, ils ont des nœuds dans les cheveux. Oui, mais c'est ça la vie, en fait. Parce qu'à un moment donné, si justement tu as trop d'exigences, ça marche pas et toi tu te mets dans un état du coup d'anxiété et de stress et d'une exigence tellement élevée que ça te tord les boyaux au quotidien. Et donc finalement, c'est juste réussir à se dire que ça, c'est pas la réalité, que c'est des images et que c'est pas le quotidien, le vrai quotidien des gens. Et finalement, en fait, se dire que c'est mieux de vivre des choses avec sa famille et avec ses enfants au quotidien que, oui, la maison... Enfin, moi, là, on vient de passer 2 semaines avec les enfants. Alors, aujourd'hui, c'est une fausse réalité parce que hier, jusqu'à 22h, on a rangé et un peu nettoyé. Mais on vient de passer 2 semaines de début de vacances avec les enfants. La maison, t'as un cyclone qui est passé dedans, quoi. Ah oui, c'est tornade à tous les étages. Mais en même temps, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir cette acceptation. Parce que moi, j'ai pas quelqu'un à la maison, j'ai pas de nounou, j'ai pas de femme de ménage, j'ai personne qui est là au quotidien pour m'aider, j'ai pas une jeune fille au père qui peut à un moment donné prendre le relais. Donc, oui, la table, il y aura encore des miettes de la veille. Oui, dans la cuisine, ce sera le bazar, ou les habits des enfants seront par terre. Et tu as toujours été en accord avec ça ou c'est quelque chose qui s'est un petit peu adouci avec les années ? Je pense que de base, j'ai un peu toujours été en accord avec ça parce que je pense que j'ai une nature un peu bordélique, quand même, qui doit m'aider là-dedans. Qui, à mon avis, doit un peu faire ronger les ongles de mon homme, mais je pense qu'il m'aide parce que, oui, moi, j'aime quand ma maison, elle est propre, elle est rangée, elle est organisée. Comme tout le monde, ça organise mon cerveau, j'y vois plus clair dans mes idées et tout. Mais en même temps, il y a le quotidien. Et à nouveau, en fait, je me ronge plus les sangs et je suis pas bien à exiger que ma maison ait un niveau de standing, de propreté ou de rangement. Et où, en fait, si je mets ça trop haut, c'est moi qui suis pas bien. Alors que si je me dis, non, mais voilà, c'est la vie, il y a des miettes, mais les miettes, je veux dire, on va pas mourir s'il y a des miettes qui sont restées là et si on les lave que demain. Alors que les enfants, s'ils n'ont pas leur histoire ce soir, ou si ce soir, j'ai pas pris un temps avec eux pour jouer, mais ils vont m'en vouloir, ou ils vont pas être bien, ou le lendemain, ils vont encore plus me solliciter parce qu'on n'aura pas eu assez de temps de qualité ensemble. Le lâcher-prise, Lou en parle avec une telle simplicité. C'est ce petit déclic, ce moment où on accepte que tout ne soit pas parfait. Parce qu'avec les enfants, on le sait tous, le quotidien est un enchaînement de petites surprises et ce n'est pas en cherchant à tout contrôler qu'on arrive à profiter des instants qui comptent vraiment. C'est en lâchant prise qu'on trouve l'espace pour apprécier ces moments de qualité avec eux. Parce qu'au final, la vie, c'est ça, des petits moments de bonheur, souvent éphémères, mais tellement précieux. Et justement, parler de lâcher prise, c'est aussi savoir où se reposer. C'est là qu'intervient Parentia. Moins de stress administratif, moins de charge mentale. Parce qu'avec Parentia, la gestion de votre administration familiale devient un jeu d'enfant. Moins de paperasse, plus de temps pour ceux qui comptent vraiment. Être là, pour et avec ses enfants. Alors rendez-vous sur parentia.be pour rejoindre notre grande famille. Et donc, c'est un peu juste cette balance de se dire, en fait, tant pis, l'assiette sale, elle peut rester sale. Oui, c'est sûr, ça me fait une petite charge en plus le lendemain, mais où on s'organise autrement. Mais les enfants, eux, ils vivront pas 2 fois la même soirée, la même nuit, le même lendemain. Et je pense que j'ai essayé de garder ça dans ma tête. Mais après, c'est vrai que par contre, pour les personnes qui vivent avec moi ou qui sont dans mon entourage, ça peut être plus compliqué.
Ça, c'est clair. On fera un autre épisode, on interrogera ton homme pour voir comment lui le vit. Il a une autre vision. Et il le vit bien, mais il est crevé. Ouais, je me doute. Il est crevé. Et à côté, c'est vrai qu'il a une charge, par contre, au niveau de la maison qui est énorme. Il s'occupe énormément de la maison parce qu'il n'y a rien à faire. On travaille tous les deux. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec tous mes projets, plus les enfants. Mais du coup, tu es auto-entrepreneuse, tu as lancé le monde d'Aiden, la crèche d'Aiden, tu as repris le café Dinette à Uccle, que tu as transformé en cabane d'Aiden. Bientôt le monde d'Aiden 2 à Nivelles, en plus de rénover ta propre maison. Comment est-ce que tu fais pour trouver du temps pour toi et pour ton couple ? Peu. Ça, c'est clair. À nouveau, c'est pareil. En fait, c'est plutôt le besoin que toi, tu as. Et comment est-ce que tu te recharges ? Et en fait, à nouveau, moi, dans les exigences, je n'ai pas besoin d'avoir, X heures de, je sais pas moi, sortie, spa, je sais pas quoi. Enfin, en fait, par exemple, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des interviews, dans des podcasts, mais le bain, pour moi, c'est un moment à moi. Souvent, je suis quand même dérangée par les enfants, mais de manière générale, le bain, c'est mon moment. Et en fait, c'est mon moment de recharge. Parce que moi, j'ai pas, même un trajet, tu vois, en train, en voiture, en vélo, des fois, ça peut déjà être un moment de recharge. Parce que c'est un moment de distance entre ton boulot et la maison où tu peux te vider la tête, penser à autre chose ou penser à toi-même ou avoir d'autres réflexions, etc. Moi, j'ai pas ça, puisqu'en plus, tous mes trajets sont avec les enfants. Et comme je vis pleinement mes choses avec les enfants, dans la voiture, on met les chansons qu'ils ont envie d'écouter, on chante des comptines, on se raconte des choses. On vit pleinement le voyage aussi. Mais du coup, c'est pas de temps pour toi, quoi. Non, c'est pas du tout un temps pour moi. Et c'est vrai que le bain, du coup, à la fois au niveau du corps, moi, je suis hyper bien dans mon bain parce que du coup, c'est chaud, je suis tranquille, je suis un peu en apesanteur, je suis dans ma bulle. Je travaille. Alors, j'ai pas encore réussi à ce que le bain soit un élément complet de relaxation. J'ai tendance souvent à travailler dans le bain, à faire mes plans de communication, à faire des montages photos, répondre aux mails, faire des dossiers quand j'ai pas eu le temps de les finir, je les fais là. Mais n'empêche. Tu t'arrêtes jamais, quoi. Ouais. Et par rapport à ton compagnon, est-ce que vous dans votre agenda, est-ce que vous bloquez une date en vous disant voilà, c'est important pour nous, je sais pas, tous les 2 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, de se réserver une soirée, un week-end juste à nous deux pour un petit peu recharger nos batteries de couple aussi ? Alors, comme je suis pas organisée, non. Ça n'est pas du tout planifié à l'agenda. Mais c'est plutôt là, faut qu'on se fasse un resto où j'ai tendance à plus organiser. Donc moi, je vais lui dire, enfin organiser, pas dans le sens planifié, mais je vais plutôt lui dire, écoute, la semaine prochaine, on n'a pas les enfants, ou tu vois, où ma maman peut les prendre tel soir, et du coup, je sais que à la fois eux vont vivre un bon moment parce que ça leur fait plaisir d'aller là-bas, et nous, on a un moment juste à nous. On se ferait pas justement une petite sortie, un resto, un ciné ou une expo ou un truc qui nous plairait, ou dans ce sens-là, ou alors dans l'autre sens, ce que je fais, c'est que comme je suis un peu à l'affût des trucs qui sortent, ou tu vois, s'il y a une expo qui me plaît, ou si je sais qu'il va y avoir un festival ou un concert, je réserve ça par contre à l'avance. Et je sais pas comment ce sera organisé à ce moment-là, mais je me dis, tiens, c'est cool, comme ça, cette date-là, ça, c'est bloqué dans l'agenda, et je sais qu'à ce moment-là, on se fera un petit truc qui sera rien qu'à nous, quoi. Mais on n'est pas encore dans un truc idéal de, tu vois, planification, pareil, à nouveau, tout ce que je vois sur les réseaux, genre, oui, un couple ou une famille avec enfants doit avoir une soirée réservée par semaine, un week-end à 2 par mois, ça n'existe pas chez nous, hein. Ouais, c'est une grosse organisation pour... Rien que pour ça, c'est une énorme organisation, et quand t'as 4 enfants, encore plus, quoi. Comment est-ce que tu t'assures que chaque enfant bénéficie de moments d'attention individuels ? Alors ça, je l'ai beaucoup dans ma tête, mais on n'est pas, je pense, dans quelque chose de... Enfin, il n'y a pas d'idéal. Chaque famille vit son propre truc, mais j'aimerais parfois pouvoir offrir plus de temps en individuel à chacun. C'est pas toujours le cas. Et maintenant qu'ils sont un petit peu plus grands, ils peuvent aussi plus l'exprimer. Donc, je sais que, par exemple, l'aîné, ça arrive qu'il ait besoin de temps en temps qu'on passe un moment rien qu'à nous deux, parce que Aiden, alors c'est pas que des moments de qualité, mais il a quand même beaucoup plus de moments avec moi, parce que comme il a beaucoup de suivi, de rendez-vous médicaux, etc., généralement, en fait, cette journée est attribuée pour lui. Donc, un jour, on doit aller à l'hôpital, je sais que je le réserve pour lui, et que généralement, derrière, on va aller s'acheter un petit truc au magasin, je vais lui faire plaisir en achetant la pâtisserie qu'il a envie, on va aller jouer, voilà. Et donc, finalement,
oui, ça partait d'un moment qui n'est pas censé être un moment entre guillemets de qualité, mais où il a son temps, voilà, rien qu'avec moi. La petite, elle, encore plus, puisqu'elle n'a pas de crèche et pas de nounou depuis 2 ans et demi. Donc, en fait, elle est avec moi H24. Donc là, on ne se pose même pas la question. Et c'est plutôt l'aîné, je pense, qui peut en pâtir parfois un petit peu plus de vivre aussi beaucoup dans la fratrie. Et c'est vrai qu'on met beaucoup de charges sur l'aîné parce qu'on lui demande aussi, c'est lui le plus grand. Donc, c'est lui qui doit montrer l'exemple ou qui doit apprendre aux autres ou qui doit pouvoir se tenir mieux que les autres, etc. Donc, c'est vrai que parfois, on met un peu des charges importantes sur ces enfants qui sont aussi petits. Enfin, lui, il a 10 ans et il est encore... C'est que 10 ans, quoi. C'est que 10 ans et c'est encore un peu l'étape en plus entre le bébé et la préadolescence. Et donc, il y a plein de moments où il a envie juste d'être un bébé aussi ou d'être un petit, d'être juste avec sa maman ou son papa. Et voilà. Et donc là, j'essaye un peu plus d'être à l'écoute, du coup. Mais pareil, c'est pas encore dans un idéal planifié, quoi. Est-ce que tu aurais des astuces pour rester organisée et gérer toutes les tâches liées à une famille ? Mais du coup, comme j'ai expliqué, je suis pas très organisée. Donc, j'ai pas de super tips de planeur ou de choses qui peuvent aider. Mais je sais qu'il existe plein d'outils numériques, papier, voilà, pour permettre de mieux gérer le quotidien. Il y a des comptes à suivre de mamans qui font ça très, très bien. Moi, ça ne s'adapte pas à ma vie et mon rythme parce que du coup, je ne suis pas comme ça. Donc, j'aurais beau mettre un planning sur le mur avec des magnettes que la semaine d'après, j'arriverai pas à le suivre, quoi. Donc, faut aussi, en fait, je pense, c'est toujours une question d'adaptation. Il faut aussi s'adapter à sa façon de fonctionner. Ça sert à rien de se comparer à quelqu'un en disant, mais en fait, elle, on en parlait à 19h, ses repas tartines, ensuite, ils montent, ils font la douche à 19h30, tout le monde est au lit. Oui, mais si ça, c'est pas ton quotidien ou ta façon de fonctionner, ça ne marchera jamais. Donc, ça sert à rien d'essayer de s'appliquer, un truc tout fait, je pense. Après, le mieux, c'est toujours pour moi, c'est d'en parler, quand même de se renseigner, de regarder ce que font les autres, pas pour être dans la comparaison, mais plus pour essayer de trouver effectivement d'autres manières de fonctionner ou se dire, ah mais oui, son truc avec les magnettes, c'est un peu trop exagéré, mais quand même, une partie est sympa où je pourrais le reproduire, mais à ma façon, et ça fonctionnerait ou ça aiderait dans mon quotidien. Et c'est un peu plus dans cette vision, je pense, d'ouverture, de se dire, mais en fait, il n'y a pas une façon de fonctionner, il y en a plein, mais on peut s'aider de petits tips ou de petites méthodes sans aller dans la comparaison. Et puis surtout, je pense, avec les enfants, il faut avoir effectivement cette distance et quand même se lâcher prise, parce que tu auras beau être méga organisé, avoir tout planifié. Le principe d'être un enfant, c'est de casser tout ça, de casser ta planification, ton organisation, c'est de l'imprévu. En fait, l'enfance, ce n'est que de l'imprévu. Donc, et du moment présent. Et du moment présent. Donc, en fait, tu es toujours obligé, justement, même dans l'organisation, de réorganiser, de rechanger, de replanifier, parce que ça ne peut pas suivre un truc tout tracé et écrit, ça c'est pas possible. Mais après, je pense que par contre les enfants, à contrario, ont besoin de routine. Donc oui, on parle on peut pas suivre un truc à la lettre préécrit et ils aiment bien tout chambouler, mais ils ont besoin de routine. Et donc c'est sûr que par exemple, même si mon plus grand a 10 ans, on peut se dire ouais, à 10 ans, il peut jouer tout seul, lire tout seul et se débrouiller. Mais en fait, il est encore hyper fort demandeur des histoires du soir. Et c'est un truc où c'est une routine où il sait que le soir, ensuite, on a ce moment où on choisit un truc, on se le lit, ou si on ne se le lit pas, on aime aussi beaucoup inventer des histoires. Et donc, il me donne une idée d'un lieu ou d'un personnage ou d'une planète ou n'importe quoi et on invente une histoire autour et ça, ils adorent. Mais voilà, c'est plutôt ce genre de truc de se dire, il vaut mieux garder des routines et avoir des choses qui sont des indispensables qu'on ne veut pas effacer 6 changements de programme, qui doivent rester à l'agenda, en gros. Mais pour le reste, je pense qu'il faut être méga flexible et... D'où ton bordel organisé au final. Ouais, en fait, c'est ça. C'est dans l'idée de la routine, de se dire, en fait, moi, de base, on passe beaucoup de temps ici, on veut manger tous ensemble, je veux préparer à manger et être avec eux et partager ces moments, parce que c'est aussi un moment d'échange, de communication, de partage, de rire ou de dispute, mais bon, c'est un moment qu'on vit tous ensemble et qui est hyper important. Et donc avoir ces moments un peu de routine, mais à côté, oui, comme ce bordel, quoi, parce qu'en fait, à côté, la vie, ça change et c'est chamboulé tout le temps. Je crois que je t'ai déjà posé un peu la question, enfin, tu as plutôt déjà répondu à cette question. Comment est-ce que tu te vois en tant que maman ? Est-ce que ta vision de la maternité a changé
au fil de tes grossesses et au fil de la naissance d'enfants? Oui, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, effectivement. Il y a quand même 10 ans d'écart entre mon aînée et la plus jeune. Et donc, enfin, un peu moins, mais c'est vrai que oui, j'ai changé entre 26 ans et 35 ans, enfin maintenant 36. Oui, ma vision n'est pas du tout la même chose. Et entre-temps, j'ai appris, je me suis cassé la gueule, je me suis aussi pris plein d'échecs, mais du coup, oui, ça évolue. Et je pense qu'en fait, maintenant, j'arrive aussi mieux à accepter peut-être justement les doutes ou les échecs, parce que, en fait, déjà avec Hayden, j'ai pris forcément une grosse claque et ça a remis déjà tellement de choses en question que je pense que ça m'a aussi moi-même beaucoup plus ouvert par rapport à la maternité après, et tout m'a paru aussi beaucoup plus facile. Marley qui est arrivée juste après, mais c'était un bonbon, quoi, parce que tout a été tellement facile par rapport à ce qu'on avait vécu avec Hayden que pour moi, l'arrivée de la troisième, qui peut être un très gros chamboulement, on le dit souvent, le passage de 1 à 2 peut être difficile, mais de 2 à 3, c'est quand même un chantier, parce que d'un coup, tu es en infériorité numérique. Oui, tout à fait. Il y a 2 parents, mais il y a 3 enfants, c'est pas du tout la même chose. Et pareil, quand tu sors, que tu es seule avec tes 3 enfants, t'as pas 3 bras, t'en as que 2. Enfin, tout ça, mine de rien qu'en termes de nombre, c'est un gros changement. Mais en fait, moi, je l'ai vécu dans le sens inverse, positif, parce que, ayant vécu quelque chose de très lourd et très difficile avec Hayden en 2, la troisième, ça a été hyper facile. Et du coup, même avec Léo, pareil, la 4e grossesse et 4e bébé, j'ai eu aussi cette forme beaucoup plus apaisée. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup d'autres amis dans mon entourage où de 2 à 3, c'est un tsunami. Un gros bordel, et où c'est très compliqué, et où il n'y a rien à faire. À chaque fois que tu ramènes une nouvelle personne dans la famille, mais tout le monde doit se réadapter, le couple, les autres enfants, et ça change toute la dynamique. Donc à nouveau, faut complètement se remettre en question et rechanger. Et tu dirais quoi à la maman loup d'il y a 10 ans? Courage, ça va aller. Et en fait, j'ai toujours quand même, je pense, eu cette forme de résilience très, très élevée. Et donc, en fait, je me suis jamais non plus complètement retrouvée dans un truc où je me suis dit j'arriverai pas à avancer. J'ai tendance à être beaucoup dans l'action. Donc, du coup, s'il y a quelque chose qui arrive qui est dur, je sais que derrière, je vais retrouver... Enfin, ça va être un tremplin pour autre chose, et je vais retrouver après une autre forme d'énergie et tout. Mais je lui dirais que c'est pas grave aussi de se tromper, de douter, d'avoir peur, ou de faire mal. On passe tous par là, et c'est aussi comme ça que nous on apprend. Je disais tout à l'heure, les enfants apprennent par l'expérience et le jeu, mais nous on apprend aussi en tant que parents, quand on est parents, même si on lit des bouquins, même si on se renseigne, même si on écoute des podcasts, même si tout ce qu'on veut, quand on le vit, c'est là où on apprend, mais c'est parce que dès le plus jeune âge, on nous apprend un peu que l'échec, c'est vraiment avoir raté quelque chose, alors qu'au final, c'est pour t'apprendre à mieux faire la prochaine fois. Exactement. Et puis, avec les enfants, c'est pareil. On fait des échecs, on a des erreurs, on est comme eux. Et en fait, moi, je leur dis aussi à mes enfants. Tu vois, si je suis triste ou s'ils me voient pleurer parce qu'il y a eu une période là avec Hayden, ça a été aussi très dur pour moi. Et donc, ils m'ont vu pas bien, et je leur ai dit, mais en fait, c'est juste parce que moi aussi, ça me touche et c'est difficile. Et effectivement, moi, je vais peut-être vous demander des choses ou vous dire des choses parce que il y a quand même des règles d'adulte que je dois vous donner. Mais à côté, en fait, je vis la même chose que vous, quoi. Et l'échec, non, en fait, il est formateur. Enfin, clairement, il est formateur, et ça nous aide énormément. Et quand on est parent, il y a plein de trucs où on ne sait pas et où on découvre au fur et à mesure. Mais d'en parler, il n'y a rien à faire, mais je pense que c'est vraiment une des clés entre guillemets, la réussite. Pas la réussite dans le sens échec et réussite, mais plus dans le sens de pouvoir avancer et trouver un fonctionnement où on est juste bien équilibré, heureux et tout.
Mais rien que d'en parler, en fait. On en parle autour de nous, on en parle aux copines, on se boit un café et on se raconte nos problèmes, la nuit pourrie qu'on vient de passer. Et où, en fait, peut-être, il y a quelqu'un qui aura essayé quelque chose qui aura fonctionné. Peut-être ça fonctionnera, peut-être ça fonctionnera pas avec toi ou avec tes enfants, mais ça aide. Déjà rien qu'à se décharger, et puis ensuite on peut réussir à trouver des petits tips quand même de choses qui peuvent nous aider. Un enfant qui a difficile, je sais pas moi, à dormir ou à être propre, on en parlait, pour des grosses étapes quoi, c'est vraiment pas facile, et en plus d'un enfant à l'autre on le vit pas du tout de la même manière, et du coup chaque enfant est tellement différent que je peux pas dire que j'aurais fait la même chose et qu'ils seront passés par les mêmes étapes de propreté entre Milo, Hayden, Marley ou Léo. Chacun aura vécu son truc complètement à sa façon. Et donc, en plus, on doit se réadapter, réapprendre, remettre tout à zéro. Donc, gros travail. Mais ça peut aider quand même d'en parler. On peut essayer, ne serait-ce que, tant pis, au pire, c'est encore un échec, on essaie autre chose. Mais d'en parler, souvent, ça permet de débloquer des trucs. On ne le dira jamais assez. La communication est la clé de toutes les solutions. Qu'il s'agisse de parler de nos émotions avec notre partenaire, de partager ce qu'on vit avec d'autres parents, ou même d'exprimer ce qu'on ressent à nos enfants, tout passe par l'échange. Exprimer ce que l'on traverse, ce que l'on attend, ce qu'on a besoin, ça permet de libérer la pression. Parce que parfois, porter tout sur ses épaules, c'est trop lourd. Et en discutant, on se rend vite compte qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses. Et même avec nos enfants, leur montrer qu'on a des émotions et qu'on peut les exprimer, c'est une manière de leur enseigner à gérer les leurs. Communiquer, ce n'est pas juste échanger des mots, c'est créer des ponts, comprendre l'autre et parfois simplement se libérer d'un poids pour mieux avancer ensemble. Tu dis que tu gardes le nom pour les cas pas extrêmes, mais pour des cas bien précis. Tu as un exemple de moment où là tu te dis non ? Tu vois, pas beaucoup, je vais avoir difficile à t'en sortir. Après, peut-être qu'on n'arrive jamais à ce cap où il faut dire non. Si, ça peut, parce que dans des trucs plus, là, quand c'est de la sécurité, moi, ça va plutôt être ça. Ou si je vois que ça va être un danger ou la sécurité, là, je dis non. Parce que je veux dire, ça va être supervision d'un adulte. Et là, moi, je suis, par exemple, je suis occupée à faire à manger. Donc, si tu veux venir faire à manger avec moi, ok, on fait ça ensemble. Mais si tu veux faire une autre activité ou que tu es en train de partir sur autre chose qui nécessite qu'on soit avec un adulte, c'est non. C'est pas possible. Alors, c'est après, ou c'est demain, ou voilà, mais c'est quand on sera ensemble. Par exemple, mon grand qui pourrait faire du vélo tout seul, ça arrive que je lui dise ok, mais alors lui tout seul par exemple, ou avec Hayden qui est un peu plus grand, j'ai ok, mais juste ici devant la rue, comme ça je sais que je peux vous voir facilement. Mais même ça par exemple, j'ai tendance à dire non parce que c'est déjà arrivé alors qu'on était tous ensemble, on était sur la place, petite gamelle, Milo est tombé, il s'est fait très mal. Enfin, après, rien de grave, je veux dire, il s'est rien cassé ni rien, mais voilà, il s'est quand même fait très mal sur le moment même. Et je me dis, c'est sûr que, oui, il y a quelqu'un qui m'alerterait ou je l'entendrais crier, mais tu n'es pas là et il n'y a pas de supervision. Donc, même ça, j'ai tendance à dire, voilà, pour moi, ça, par exemple, c'est de la sécurité. Et donc, je lui dirais, non, c'est après. Ou au moment où un adulte est disponible pour te superviser ou être près de toi. Quand il y a un danger possible. Danger possible. Et donc, tu parles justement de ce qui est difficile. De ce que tu me dis depuis le début de cet épisode, c'est que j'ai l'impression que tu es quand même une maman chill. Ouais. Quel est pour toi le plus gros défi en tant que maman ? Même si j'ai l'impression que tu prends un peu tout ce qui arrive comme ça vient. Ouais. Mais est-ce qu'il y a pour toi vraiment des terrains ou des choses qui sont compliquées ? Il y a des choses qui me font plus peur, mais c'est plus dans l'avenir. Là, par exemple, je sais qu'on va arriver dans une période, on parlait de la préadolescence, où il va y avoir l'adolescence. Et comme mes enfants sont rapprochés, je vais un peu les avoir coup sur coup. Ça me fait un peu peur. Parce que Milo, typiquement, lui, c'est un garçon qui peut être très sensible, mais qui garde beaucoup les émotions pour lui. Et donc, du coup, l'adolescence me fait d'autant plus peur parce que je sais que ça va être une période où il va y avoir encore plus des émotions difficiles et où d'un passage d'une émotion à l'autre beaucoup plus forte. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il arrivera à les extérioriser et à les exprimer. Et donc ça me fait peur parce que du coup, je me dis, OK, comment lui, il va le vivre et comment comment moi, je vais être suffisamment armée aussi pour l'aider à le mieux vivre. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il arrivera à les extérioriser et à les exprimer.
ouais, donc tu as un peu tous ces paramètres-là qui ouais, moi, me questionnent pas mal et me préoccupent. Parce que je sais que ça va être bientôt. Pour finir, est-ce que tu as un message à transmettre à tes enfants pour le jour où ils écouteront cet épisode ? Si un jour ils écoutent cet épisode... C'est moi, regarde. J'aimerais bien que... en fait, je ne sais pas si j'ai un message à leur transmettre parce que j'essaye de leur dire tout ce que j'ai à leur dire au moment même et pour justement ne pas avoir, tu vois, de regrets ou de choses, voilà, de messages justement non transmis ou quoi. Mais j'espère qu'ils se rendront compte c'est pas des sacrifices parce que c'est ma vie et c'est ce que j'ai choisi, mais j'espère qu'ils se rendront compte de tout ce que j'ai essayé de leur donner et de mettre en place et de faire pour eux. Et mais viens chérie, non, viens. Et de la chance quand même qu'ils ont eu de pouvoir vivre dans cette famille et dans cette fratrie, tu vois, mixte, inclusive et dans cette façon un peu pas de vivre différente, mais viens, tu peux parler avec moi. Tu peux passer un message à la Léo dans quelques années. Qu'est-ce que tu lui dirais à Léo ? Que c'est une super petite fille, très malicieuse, qui sait faire plein de choses, très curieuse. Laisse le micro. Mais en tout cas, merci Lou d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci à Léo aussi pour son intervention. Très pertinente. Avec plaisir. Encore un grand merci à Lou et Léo pour leur accueil et leur bonne humeur. C'est ici que nos chemins se séparent pour aujourd'hui. Mais je laisse une invitée très chère à mes yeux vous dire au revoir. Ne manquez pas notre prochain épisode et abonnez-vous à Réunion de parents sur votre plateforme de podcast préférée ou suivez-nous aussi sur Instagram, Réunion de parents _podcast pour rester à jour. Psst. Envie de rejoindre Parentia ? C'est facile, simple et sans interruption de paiement pour vos allocations familiales. Retrouvez toutes les informations sur parentia.be.